Si vous êtes dans la vente, comme je l'étais pendant de nombreuses années, vous n'avez pas vraiment le choix du produit. Vous devez supposer que votre entreprise a produit un bon produit ou service et l'a bien tarifé sur un marché concurrentiel. Donc, votre travail est de vendre davantage. Et cela nous amène à la grande percée du XXIe siècle, toutes les ventes au XXIe siècle sont des ventes relationnelles. Ce sont des ventes relationnelles, ce qui signifie que les gens n'achètent pas le produit ou le service, ils achètent ce qu'ils ressentent à propos de la personne qui le vend. Ensuite, le produit ou le service devient important. Le premier travail du professionnel de la vente est de prendre le temps de développer une relation de confiance et de crédibilité avec le prospect. Sincèrement. Dans les ventes et dans la vie, la crédibilité est tout. Votre fiabilité, votre crédibilité, combien je peux vous faire confiance, combien de confiance je ressens en traitant avec vous, ce sont les facteurs les plus importants, non seulement en tant que vendeur mais en tant qu'être humain. Donc, vous constaterez que vos meilleures relations dans la vie sont avec des personnes avec lesquelles vous avez cette relation de confiance parfaite, votre conjoint. Vos meilleurs amis, vos meilleurs clients. Vous avez des relations. Je travaille avec des personnes sur des accords de plusieurs millions de dollars que je n'ai jamais rencontrés, par téléphone ou par email, parce que nous avons une relation de confiance. Nous pouvons conclure des accords, prendre des engagements et dépenser de l'argent et du temps parce que nous nous faisons confiance mutuellement. Il n'y a pas de problème. Ainsi, la confiance entre un client et un vendeur est vraiment importante. Pouvez-vous construire la confiance en posant des questions? Pas en parlant de votre entreprise ou de votre service, mais en posant de très bonnes questions et en écoutant attentivement les réponses, et en travaillant pour comprendre votre client. L'Université de Columbia a mené une étude il y a quelques années. Et ils ont découvert que le vendeur moyen ne travaille que 90 minutes par jour. Le vendeur moyen passe la plupart de son temps à se réchauffer et à se reposer. Le vendeur moyen fait environ 2 appels par jour, un le matin, un l'après-midi, et entre les deux, il se prépare, trouve des excuses, boit du café, lit le journal, vérifie ses emails, lit des spams, etc. Mais il ne travaille que 90 minutes par jour. Ils ont réalisé cette première étude en 1928, et ils ont actualisé l'étude année après année. La dernière en date était vers 2008, et le vendeur moyen travaille toujours 90 minutes par jour. Donc, tous les revenus de vente sont dilués à 90 minutes par jour. Nous constatons qu'il n'y a que 3 choses que vous faites qui vous rapportent votre taux horaire souhaité, et ce sont la prospection, la présentation et la conclusion de la vente. Trouvez de nouvelles personnes à qui parler, parlez à ces nouvelles personnes et les inciter à passer à l'action. Doublez le temps que vous passez en face à face avec les clients. À partir de ce jour, utilisez chaque once d'intelligence, de brillance, de gestion du temps, de planification, d'objectifs et d'efficacité pour doubler le temps de présence. Vos ventes sont directement proportionnelles au temps que vous passez en face à face avec des prospects qualifiés. Le vendeur moyen travaille 90 minutes par jour, et il est en face à face avec des clients 90 minutes par jour en moyenne, une demi-heure en dessous ou une demi-heure au-dessus. Si vous voulez doubler vos revenus, passez 180 minutes par jour, ce qui représente 3 heures sur 8 chaque jour. En face à face avec des clients, et selon la loi des probabilités, vous doublerez vos revenus. J'ai travaillé avec des gens, de superbes histoires, qui faisaient une vente sur 10. Cela signifie qu'ils étaient rejetés 9 fois sur 10. Mais ils ont continué. Lorsqu'ils ont appris les techniques de vente appropriées, ils ont commencé à faire 2 ventes sur 10, 3 ventes sur 10. 4 ventes, 5. Un monsieur de mon cours est venu une année et est revenu l'année suivante. Il faisait 9 ventes sur 10 appels. Ses revenus ont augmenté de plusieurs centaines de %. Il était dans la vente depuis environ 12 ans avant d'apprendre à vendre professionnellement, et ses ventes ont explosé. Parce que vous ne pouvez pas devenir pire en vendant en le faisant, vous pouvez augmenter les pourcentages. Mais la façon de le faire est de collecter plus de « non ». Donc, votre travail maintenant est de voir combien de « non » vous pouvez collecter chaque jour. Soyez simplement poli, sympathique, charmant comme vous l'êtes déjà, je suis sûr, et collectez simplement des « non » tout le temps. Plus vous obtenez de « non », plus vous serez réussi. Il y a une différence entre le marketing et les ventes. Vous savez ce que c'est? Imaginez que je vous dise à midi à ce groupe, est-ce que quelqu'un a faim ici? Vous levez la main. D'accord, c'est du marketing. Je m'intéresse à votre produit ou service. Je m'intéresse aux produits ou services en général. Est-ce que quelqu'un ici aimerait économiser de l'argent, gagner de l'argent, perdre du poids, être heureux, rencontrer des filles? Vous savez.
Peu importe ce que c'est. Ensuite, la deuxième partie est, maintenant j'ai un restaurant, laissez-moi vous dire pourquoi vous devriez venir dans mon restaurant pour satisfaire votre faim plutôt que d'aller chez les concurrents. Donc, ce sont les deux, le marketing consiste à attirer les personnes qui lèvent la main, qui s'intéressent à l'avantage que votre produit ou service offre, et la vente. La conversion, c'est les amener à acheter chez vous plutôt que chez vos concurrents. Ce sont des fonctions très différentes. Vous ne pouvez pas vendre si vous ne pouvez pas attirer des prospects intéressés. J'écoutais un programme audio l'année dernière et j'ai entendu un concept sur le succès en affaires qui a déclenché toute une série d'idées sur la façon dont vous pourriez mettre en œuvre ce processus. C'est une idée très simple basée sur ceci, 90% de tout succès en affaires consiste à avoir un excellent produit dès le départ. C'était juste une remarque en passant lors d'une interview, et j'ai arrêté ma voiture, j'ai arrêté le CD, et j'ai commencé à réfléchir à cela. Mon esprit bouillonnait. Regardez juste toute la lutte pour laquelle nous travaillons en affaires. Nous essayons. Nous démarrons une entreprise, nous travaillons, nous sommes en concurrence. Mais 90% de votre succès est d'avoir un excellent produit. Un exemple parfait est l'iPod, l'iPhone, l'iPad. Chaque fois que les gens utilisent cela, que disent-ils? Ils disent, c'est un excellent produit. La voiture qui m'a amené ici aujourd'hui, Michael, le chauffeur, a un iPad, et il a dit que sa femme le lui avait offert pour Noël. Il a dit, c'est un excellent produit. Il a dit qu'il ne peut pas vivre sans. Eh bien, alors j'ai dit, comment mesurez-vous votre succès en affaires? Comment prédisez-vous l'avenir de votre entreprise? C'est très simple. C'est le pourcentage de fois que vos clients, après avoir utilisé votre produit ou service, disent « c'est un excellent produit ». C'est un excellent service. C'est une excellente entreprise. Parce que sans exception, toutes les entreprises prospères déclenchent cette réponse. Ainsi, vous pouvez prendre chaque planification et organisation, améliorer vos compétences, apprendre, personnel, service client, vente, marketing, tout se résume à ceci, combien de fois les gens disent après avoir consommé votre produit ou service, c'est un excellent produit. Nous sommes allés dans un merveilleux restaurant indien juste autour du coin de l'hôtel hier soir. Alors, nous avons demandé au concierge, y a-t-il un excellent restaurant ici? Le concierge a demandé, quel type de cuisine souhaitez-vous? Évidemment, nous avons dit de la cuisine indienne. Il a dit, oui, l'un des meilleurs restaurants indiens de Londres est juste en bas de la rue Dr. Foster. C'est à environ 5 minutes à pied. Alors, nous y sommes allés, et nous nous sommes assis dans un décor magnifique. Avec de hauts plafonds, un bel éclairage. Nous nous sommes assis, et la nourriture et le service étaient exceptionnels. Ce que nous avons dit, c'est un excellent restaurant. Je veux dire, nous voulons revenir ici. Nous voulons revenir et amener nos amis. Nous voulons amener nos conjoints. Nous voulons dire aux autres de venir ici. Si vous pouvez déclencher cette réaction chez vos clients, alors votre avenir est garanti. Maintenant, un point important, aucune entreprise ne commence avec un produit ou un service qui déclenche cette réaction. Le premier produit ou service peut satisfaire certaines personnes, mais maintenant vous l'améliorez simplement. Vous continuez simplement à l'améliorer jusqu'à ce que vous atteigniez ce point critique où les gens commencent à dire, c'est un excellent produit. Alors, vous savez que vous avez réussi. Et chaque produit doit déclencher cela. Et rien, non, il ne commence pas ainsi. Vous continuez à les améliorer, améliorer votre service, améliorer votre personnel, améliorer le produit. Si vous pouvez le faire, c'est cette seule idée qui a généré plus d'1 million de dollars de nouveaux revenus en prenant ce concept, en l'élargissant comme un horizon, et en enseignant à des centaines de propriétaires d'entreprises comment installer ce système de grandeur. Au sein de leur entreprise à tous les niveaux, planification, organisation, marketing, vente, service client, développement d'équipe, et ainsi de suite. Ainsi, maintenant, les entreprises sortent de mon processus et doublent littéralement la taille de leur entreprise en 30 jours. Et quand l'économie est en récession, leurs entreprises sont florissantes. Les gens disent, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont d'excellents produits. Ils ont d'excellents produits, ils ont de formidables personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est un seul concept comme ça, mais on ne sait jamais où on va trouver un concept comme ça. Donc, vous devez être comme un radar, balayant l'horizon, cherchant ce genre de choses, lisant, écoutant, parlant, posant des questions. Parler, poser des questions. Et de temps en temps,
comme dans le dessin animé, vous obtenez cette foudre. Une idée peut vous faire économiser 5 ou 10 ans de travail acharné. La vente est le travail par défaut ultime dans notre société. Personne ne se lance dans la vente. Nous tombons dans la vente quand rien d'autre ne fonctionne. C'est comme conduire une voiture et reculer pour heurter quelque chose, boum. Vous sortez pour voir ce que c'est. C'est un travail de vente. Donc, nous disons, eh bien, je vais essayer ça et voir ce qui se passe. Et parfois, vos amis disent, quand vas-tu trouver un vrai travail? Parce que certaines personnes ne croient pas que la vente est un vrai travail. Je viens d'un milieu pauvre, mes parents n'avaient jamais d'argent. Ils étaient des travailleurs. Mon père était charpentier, ma mère était infirmière. J'ai quitté l'école sans diplôme. J'ai travaillé à des emplois manuels pendant plusieurs années, et puis je me suis lancé dans la vente quand je ne pouvais plus trouver d'emploi manuel, comme la plupart des gens dans la vente aujourd'hui. Et puis, j'ai commencé à poser une question qui a changé ma vie. La question est, pourquoi certaines personnes réussissent-elles plus que d'autres? Pourquoi cela? Je regardais autour de moi, et je voyais des gens qui avaient 23, 24 ans, typiquement plus jeunes que moi, faire mieux que moi. Et ils n'étaient pas plus intelligents que moi parce que certains étaient plus bêtes. Une des choses que je dis, c'est, rien ne vous rendra plus fou que de voir quelqu'un de plus bête que vous réussir mieux que vous. Et vous vous demandez, comment cet idiot peut-il si bien s'en sortir? J'ai commencé à me poser cette question. Et en vente, j'ai commencé à me demander, pourquoi certains vendeurs réussissent-ils mieux que d'autres? Et j'ai fait quelque chose que très peu de gens font jamais. J'ai découvert, plus tard, car je suis allé voir les meilleurs vendeurs et je leur ai demandé, comment se fait-il que vous soyez si réussis? Et ils m'ont dit ce qu'ils faisaient, et je l'ai fait, et j'ai fait plus de ventes. Alors, les gens disaient, comment se fait-il que vous fassiez tant de ventes? Alors, je leur ai dit, et ils l'ont fait, et leurs ventes ont augmenté. Et quand je suis entré en affaires, j'ai demandé au gestionnaire, comment gérez-vous une entreprise comme celle-ci? Comment l'organisez-vous? Et ils m'ont dit, et je l'ai fait. Donc, l'un des plus grands principes de succès que vous trouverez jamais est d'apprendre des experts. D'apprendre des personnes qui démontrent déjà les résultats que vous voulez obtenir, lisez leurs livres, écoutez leurs programmes, assistez à leurs cours, apprenez d'eux, et demandez-leur, et ils vous le diront toujours. Et vous pouvez vous épargner des années de travail acharné en apprenant simplement de personnes qui l'ont déjà appris elles-mêmes. Cependant, la règle des 80/20 s'applique. 20% des personnes qui se lancent dans la vente réalisent que c'est une excellente opportunité, que si vous vendez vraiment bien, vous pouvez gagner plus qu'un médecin, un avocat, ou même un politicien. Vous pouvez gagner votre vie merveilleusement bien en vendant, et vous pouvez réaliser tous vos rêves dans le monde occidental. 5% des millionnaires sont des vendeurs qui ont vendu toute leur vie pour une autre entreprise. Mais ils ont beaucoup vendu, et ils ont beaucoup gagné, et ils ont investi l'argent avec soin. Donc, il est possible pour vous de réaliser tous vos rêves dans ce domaine si vous devenez bon en vente. La clé du succès en vente, car vous êtes souvent seul, est de vous tenir les pieds au feu. Préparez-vous soigneusement pour chaque réunion. Allez sur Google, faites tout ce que vous devez faire pour tout savoir sur le prospect avant de le rencontrer pour la première fois. Rappelez-vous, la première impression est durable, et un client aujourd'hui ne peut pas dire si vous êtes préparé ou non dans les 30 premières secondes. Si vous entrez et que vous dites, merci beaucoup pour votre temps. Je ne savais pas que votre entreprise était là depuis 33 ans. Vous avez 270 personnes et 12 ranchs, et votre produit le plus vendu est ceci et cela, et il a remporté un prix de qualité l'année dernière. Comment savez-vous toutes ces choses? Je suis allé sur votre site web et j'ai regardé. Et que mettent les gens sur leur site web? Ils mettent les choses dont ils sont les plus fiers. C'est ce que nous appelons la page de vantardise. Ils mettent des choses sur leur page de vantardise. Donc, vous allez sur leur site web, et vous apprenez les choses dont ils sont les plus fiers en tant qu'entreprise. Et si vous leur renvoyez et dites, regardez votre site web. Waouh, c'est du bon matériel. Je vois, bon sang, nous n'arrivons même pas à faire regarder notre propre site web à nos employés, encore moins à des gens extérieurs. Et vous savez quoi? Votre crédibilité monte en flèche, et leur crainte, leur scepticisme, et leur négativité descendent en flèche. Il y a une relation inverse entre les deux. Au fur et à mesure que votre crédibilité monte, leur peur diminue. Maintenant, ils commencent avec un haut niveau de peur et de scepticisme, mais à mesure que vous commencez à construire votre crédibilité en faisant vos devoirs,
puis en posant de bonnes questions pour obtenir des réponses et en écoutant attentivement les réponses, il commence à penser « Je suis en train de traiter avec un professionnel ». Quel est le but de votre entreprise? Maintenant, la plupart des gens répondent en disant que le but d'une entreprise est de faire du profit. Cependant, ce n'est pas tout à fait correct. Le vrai but de votre entreprise, ou de toute entreprise, est de créer et de garder un client. Si vous pouvez créer et garder des clients en nombre suffisant de manière rentable, le résultat sera un profit. La toute première chose que vous devez faire lorsque vous pensez à une nouvelle idée d'entreprise est « Où vais-je trouver un client? Comment vais-je convaincre quelqu'un de payer pour mon produit ou service ?» Donc, la question suivante est « Quelle est la mesure clé de la satisfaction client ?» Et la réponse est le business répété. Le business répété, c'est quand le client achète, et achète encore. Et achète encore, et amène ses amis. Donc, la mesure clé du succès en affaires est le client qui achète chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre, qui achète chez vous encore une fois, et qui amène ses amis. Et cela nous amène à la question ultime qui détermine votre succès ou votre échec en affaires. Et la question est la suivante, vous posez cela régulièrement à vos clients. D'après votre expérience avec nous à ce moment, nous recommanderiez-vous à d'autres? Diriez-vous à vos amis, vos collègues, les membres de votre famille d'acheter chez nous? Selon la manière dont nous vous avons traité, sur une échelle de 1 à 10. Et voici ce que nous avons découvert. Les personnes qui vous donnent une note de 9 ou 10 représentent 85% de vos affaires répétées et 85% de vos recommandations à d'autres personnes. Ce que vous devez faire désormais, c'est demander à vos clients, de toutes les manières possibles, comment nous avons été. Vous ont-ils aimé? Avons-nous bien pris soin de vous? Comment pourrions-nous faire mieux? Sur une échelle de 1 à 10, comment était notre service? Et si le client dit, eh bien, c'était 6 ou 7 ou 8, ce que vous faites, c'est que vous dites, que devrions-nous faire la prochaine fois pour mériter un 10 de votre part? Et ensuite, orientez tout ce que vous faites dans votre entreprise pour obtenir des 10 aussi souvent que possible de la part d'autant de clients que possible. Et cela garantira votre succès. Voici une manière clé pour vous d'atteindre tous vos objectifs de vente, et c'est simple. Il est très important de décomposer vos objectifs de vente en activités nécessaires pour les atteindre. Vous voyez, vous ne pouvez pas contrôler les ventes elles-mêmes car elles peuvent dévier pour 1000 raisons. Mais vous pouvez contrôler les activités qui mènent inévitablement à ces ventes par la loi des probabilités. Plus vous êtes précis sur les activités, plus il est probable que vous accomplissiez vos objectifs de vente et de revenus. Voici donc un exercice pour vous aider à décomposer vos objectifs en activités précises que vous devez réaliser pour atteindre chacun d'eux. Commencez avec votre volume de vente et votre objectif de revenus. Combien voulez-vous gagner? Combien voulez-vous vendre? Combien de ventes devrez-vous réaliser pour atteindre cet objectif? Calculez ce que vous gagnez par vente et divisez cela par votre objectif de gain. Par exemple, si vous voulez gagner 75 000 $ cette année à 500 $ par vente, vous devrez réaliser 100 ventes. Maintenant, calculez le nombre d'appels que vous devrez faire. Vous dites, eh bien, je devrais appeler environ 15 personnes avant de réaliser une vente. Donc, je devrais faire 1500 appels. Maintenant, voici un point important, suivez votre activité d'appel chaque jour afin de pouvoir mesurer vos progrès. Combien de présentations aurez-vous besoin de faire pour clore 100 ventes? Calculez-le. Peut-être que vous devrez faire 3 présentations pour chaque vente. Donc, vous dites, eh bien, j'ai besoin de 300 présentations pour réaliser 100 ventes. Écrivez-le. Et en ce qui concerne le nombre de propositions? Eh bien, un de ces prospects sur 3 achète réellement, donc les 2 autres ont besoin de propositions. Donc, j'ai besoin de 200 propositions. Et enfin, les activités quotidiennes, combien de personnes devrais-je appeler chaque jour pour atteindre mes objectifs quotidiennement? Hebdomadairement et mensuellement? Si vous le décomposez ainsi, alors la première chose que vous faites le lundi matin à 8 h est de commencer à travailler sur vos chiffres. Votre travail est d'atteindre vos chiffres. Et si vous atteignez vos chiffres chaque jour, aussi sûr que Dieu a créé les petites pommes vertes, vous atteindrez vos chiffres chaque semaine et chaque mois. Vous aurez des semaines hautes et des semaines basses et des mois hauts et des mois bas. Mais en moyenne, vous atteindrez vos objectifs encore et encore. Voyez, la grande erreur que nous faisons, c'est que nous n'obtenons pas nos chiffres le lundi ou le mardi ou le mercredi, puis nous nous y mettons vraiment le jeudi et le vendredi. Et vendredi, nous travaillons vraiment dessus pendant quelques heures dans ce moment critique, et nous disons, je travaillerai dessus 2 fois plus dur la semaine prochaine, et nous prenons de plus en plus de retard. Merci.
Les mauvaises habitudes de pensée maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté, pas les mauvaises habitudes de travail. La plupart des gens travaillent dur, mais ils ne réfléchissent pas profondément. L'esprit est comme une usine mentale, et tout ce à quoi vous pensez toute la journée verse des ingrédients dans cette usine mentale. Ne laissez personne déverser n'importe quoi dans votre usine mentale. Car vous devez vivre avec les résultats. Tout commence par la pensée, donc vous devez être sage et prudent sur ce à quoi vous pensez, car cela commence tout. Permettez-moi de vous poser une bonne question à noter, où mes pensées me mènent-elles? Ce sont certaines des choses dont vous voulez vous assurer. Vous pouvez être détendu à propos de certaines choses, mais voici des choses à ne pas prendre à la légère. Les mots nourrissent l'esprit. Les mots donnent vie. Ce que lit un homme verse d'énormes ingrédients dans son usine mentale, et la trame de sa vie est construite à partir de ces ingrédients. Voici le numéro 1, il a besoin d'être nourri. Il faut le nourrir. Les humains ont également besoin de mots pour nourrir l'esprit. Les mots donnent vie. Les mots créent l'insight parce qu'il y a plus d'une façon de voir. Si nous voyons avec nos yeux, nous appelons cela la vue, mais il y a une autre façon de voir appelée insight. C'est pourquoi nous nous réunissons pendant quelques jours, assistons aux cours, allons à la formation, lisons les livres, faisons tout pour développer plus d'insight. Laissez nos esprits être nourris pour penser, réfléchir, s'émerveiller et concevoir des idées, des projets et un but. Donnez une structure à quelque chose pour l'avenir, que ce soit une meilleure santé, une meilleure carrière ou un meilleur avenir. Ensuite, l'esprit doit être exercé. Exercé par le débat, exercé en lisant les deux côtés du débat, les deux côtés de la question. Les grandes questions de vie, les grandes questions politiques. Ne vous laissez pas de côté du grand débat. Nous avons besoin que les deux côtés du drame humain soient représentés alors que nous étudions le bien et le mal. Celui que nous aimons et celui que nous détestons. Nous étudions la maladie, nous étudions la santé. Quelqu'un dit, eh bien, vous ne pouvez pas étudier les choses négatives. Vous devez étudier les choses négatives. Vous devez donner voix, esprit étant aux deux côtés de la question afin de renforcer votre côté de l'argument. C'est la philosophie personnelle de chaque personne, alors notez ceci. Notre philosophie personnelle fait deux choses. Premièrement, elle nous aide à voir les dangers d'un côté afin que nous puissions les éviter ou les minimiser. Ensuite, notre philosophie personnelle doit être développée afin que nous puissions voir les opportunités de l'autre côté afin que nous puissions les maximiser. Et pour l'équilibre de votre vie, ce sera le double défi, la bataille de l'esprit. Quoi penser, quoi ne pas penser? Méfiez-vous du voleur dans la rue qui veut votre sac à main, mais méfiez-vous aussi du voleur dans votre esprit qui veut votre promesse, le voleur dans votre esprit qui dit que vous êtes trop petit, vous êtes trop grand, vous ne l'avez jamais fait auparavant, pourquoi pensez-vous que vous pouvez le faire maintenant? Cela ne va pas fonctionner pour vous. Les choses qui se passent dans notre esprit. C'est l'une des meilleures pour la journée. Quoi que vous fassiez, ne devenez pas une victime de vous-même. En participant à ce débat, que manger, quoi ne pas manger, où aller, ou ne pas aller, quoi dire, quoi ne pas dire, quoi faire, quoi ne pas faire, assurez-vous de renforcer le côté positif de cet argument avec vous-même afin que chaque jour vous deveniez plus en santé, chaque jour vous devenez plus fort. Chaque jour vous devenez plus sage, chaque jour vous construisez un meilleur bouclier et une meilleure immunité. Donc, nourrissez l'esprit, exercez l'esprit et construisez votre bibliothèque. J'ai eu des mentors en cours de route qui stimulent mon esprit, qui maintiennent mon intérêt vif, qui m'aident à évaluer ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est mieux, et ce qui est prospère en termes de votre vie maintenant. Dans le cadre du développement personnel pour l'esprit, vous devez trier ce que vous lisez, ce que vous voyez et ce que vous entendez et décider de tout cela ce qui est précieux pour vous d'essayer et de maîtriser. C'est là que le fait d'être un étudiant intervient, pas un suiveur, mais un étudiant. Vous lisez un livre sur la bonne santé, et il dit, faites ce que ce livre dit, et vous vivrez éternellement. Vous lisez le prochain livre sur la santé et la nutrition. Et il dit, si vous faites ce que dit le premier livre, vous mourrez jeune. Donc, ne soyez pas un suiveur. Lisez les deux livres et faites-vous votre propre opinion. Une des meilleures phrases pour la journée que j'ai eue, assurez-vous que ce que vous faites en fin de compte est le produit de vos propres conclusions. Vous ne suivez pas simplement, mais vous écoutez les deux côtés de l'argument. Vous écoutez la controverse. Vous essayez de maîtriser les points des deux côtés ou des trois côtés ou quoi que ce soit. Ensuite, vous commencez à tracer votre propre chemin. Cela ne signifie pas que vous prendrez toujours la bonne décision sur le cours à prendre ou sur ce qu'il faut faire.
Vous pouvez affiner au fur et à mesure, mais assurez-vous que ce que vous faites est le produit de vos propres conclusions. Conclusion du débat, conclusion de ce qui a le plus de sens pour vous donner une chance de changer, de réévaluer. Que vous lisez tout ce que vous devez lire, que vous entendez tout ce que vous devez entendre et que vous regardez et voyez tout ce que vous devez voir afin de rendre votre vie raffinée et digne et de réaliser tous vos buts. Il faut beaucoup d'efforts pour apprendre. Il faut beaucoup d'efforts pour grandir. Il faut beaucoup d'efforts pour décider et débattre, mais notez ceci, cela vaut bien le prix. Tout ce qui vous incite à réfléchir, tout ce qui vous incite à vous émerveiller, tout ce qui vous incite à réagir ou même à débattre, même si vous entendez quelque chose que vous dites, eh bien, ce n'est pas juste, voyez, c'est encore précieux. Cela signifie que votre esprit est prêt à prendre quelque chose. Que ce soit agréable ou pas agréable, tant que vous êtes vivant, alerte et éveillé, prêt à traiter tout ce qui vient à vous. Prenez le meilleur et faites-en quelque chose de bénéfique pour vous afin que demain vous marchiez d'un pas plus sûr, le mois prochain vous voyez une vision plus claire. Vous êtes un homme ou une femme autodidacte. Vous êtes là où vous êtes et ce que vous êtes en raison des pensées que vous avez permis d'occuper votre esprit. Tout ce à quoi vous avez pensé au fil des mois et des années, vous êtes devenu, et vous êtes maintenant aujourd'hui. Vos pensées sont le mécanisme de guidage de votre vie. Alors, contrôlez vos pensées, et lorsque vous contrôlez vos pensées déterminent vos sentiments. Et je vais vous dire pourquoi, c'est parce que c'est la pensée qui crée le sentiment. C'est la façon dont vous pensez à quelque chose qui se passe dans votre vie qui déclenche l'émotion. La façon dont vous expliquez les choses à vous-même détermine largement vos émotions. Cela détermine largement vos pensées, vos réactions, vos réponses. Cela détermine largement la qualité totale de votre vie. Ils deviennent inquiets, nous devenons craintifs, nous devenons préoccupés et anxieux. Ou, d'un autre côté, nous devenons heureux et inspirés. Les choses se produisent, et nous réagissons. Nous pensons et nous disons, eh bien sûr, je suis contrarié. Vous seriez contrarié aussi si vous aviez les mêmes expériences. La vie est une réaction continue à des stimuli extérieurs pour la personne moyenne. Ainsi, on peut être heureux ou triste ou la vie a un sens ou est dénuée de sens par. Preuve de ce qui nous arrive de jour en jour. Mais si vous ne voulez pas être contrarié, vous n'avez pas besoin d'être contrarié, voyez-vous? L'incident se produit. Il n'y a pas d'utilité à le nier. Mais en ce qui concerne votre expérience, l'incident est complètement externe. C'est toujours à l'extérieur. Ce qui se passe dans votre esprit se produit en fonction de vos attitudes, de vos sentiments et de vos schémas habituels. Vos pensées sont vos réactions à l'incident, toujours. L'incident n'a pas créé la pensée. C'est votre esprit, et vous avez pensé et réagi en pensée en fonction du niveau de votre conscience. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez dit « il me met tellement en colère » ou « cela me rend fou ». Et, bien sûr, ce n'est pas du tout correct. Personne ne vous met jamais en colère. Personne ne vous contrarie jamais. Comme je le dis souvent, vous êtes contrarié parce que vous êtes contrariable. Vous êtes en colère parce que vous avez une conscience de colère qui est touchée comme un petit bouton rouge qui l'a fait exploser en vous. Mais la colère est déjà à l'intérieur. Quelqu'un dit quelque chose sur vous que vous n'aimez pas. Quelqu'un se comporte envers vous d'une manière qui vous offense. Quelqu'un vous dit quelque chose ou fait quelque chose qui vous blesse, et de vous sort la colère. La haine, l'amertume, la tension, la peur, l'anxiété, le stress. Et immédiatement, vous dites, la raison pour laquelle cela sort de moi, c'est à cause de la façon dont il l'a dit, ou la façon dont elle a dit ça, ou parce qu'ils ont fait ça. Mais la vérité est que ce qui sort est ce qui est à l'intérieur. Donc, vous réagissez en pensée en fonction du niveau de vos attitudes, en fonction de votre conscience. Certains d'entre nous sont complètement inconscients du fait que nous avons le pouvoir de contrôler le genre de pensées qui se répandent dans notre esprit. Pour réaliser que c'est votre esprit, vous devez donc vous poser la question de temps en temps lorsque vous vous trouvez terriblement contrarié ou préoccupé ou anxieux ou inquiet par quelque chose qui s'est passé, regardez-vous bien et posez-vous cette question. Pourquoi je laisse les gens ou les expériences ou les choses décider de comment je vais penser ou me sentir ou agir? De la même manière, nous sommes susceptibles à la programmation des médias de masse qui est conçue spécialement pour contrôler et influencer la pensée. Simplement parce que nous nous sommes laissés réagir, nous sommes entraînés dans une vie qui n'est pas vraiment la nôtre du tout. Nous ne vivons pas notre vie. Nous vivons des vies conditionnées par des stimuli extérieurs. Mais c'est parce que nous refusons d'accepter la responsabilité de nos propres pensées. Donc,
La toute première étape dans ce processus que nous appelons l'art de penser est de savoir que peu importe ce qui se passe dans votre monde, peu importe ce qui se passe là-bas, peu importe ce que vous lisez dans les journaux, peu importe ce qui se passe autour de vous ou pour vous, vous avez toujours le choix. Votre colère est votre choix, et vous pouvez toujours choisir d'être heureux, en colère, déprimé, misérable, contrarié, ou vous pouvez choisir d'être accompli et de faire quelque chose de positif dans ce moment. C'est toujours à vous. Vous pouvez choisir de penser de manière positive ou créative. Vous pouvez devenir le maître au lieu de l'esclave. Ce n'est pas facile de penser au bonheur lorsque vous êtes malheureux car votre malheur est occupé à fabriquer plus de pensées malheureuses ou occupé à fabriquer des pensées négatives pour combler l'état de conscience négatif. Et cela tourne en rond. C'est un cercle vicieux. Mais, comme je le dis si souvent, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose pour être heureux pour toujours. Vous pouvez être heureux simplement parce que vous voulez être heureux. Abraham Lincoln a dit un jour, un homme est à peu près aussi heureux qu'il a décidé de l'être. C'est la clé de la vie positive. C'est la clé de la pensée positive, simplement déterminer que vous avez le contrôle et vous pouvez penser le genre de pensée que vous voulez penser et prendre l'engagement au début de la journée et régulièrement au cours de la journée que vous n'allez pas permettre aux gens ou aux conditions ou aux circonstances de décider comment vous allez penser ou ressentir. Le fait est que vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix. Et c'est une réalisation très importante. Vous feriez mieux de ne pas lire les nouvelles pendant un moment jusqu'à ce que vous vous mainteniez dans une paix parfaite et développiez la capacité de contrôler vos propres pensées. Ensuite, vous pouvez lire les nouvelles et écouter les nouvelles et voir ce qui se passe dans le monde. En disant que le monde a des problèmes aujourd'hui, mais pas moi. Le monde a des problèmes. Ensuite, soudainement, vous êtes dans un état de conscience où vous pouvez être un atout créatif pour le monde. Mais au moins, vous ne serez pas détruit par cela. Si vous essayez vraiment, cela changera complètement votre vie pour le mieux. Maintenant, je vais essayer de vous décrire le test de 30 jours que je veux que vous fassiez. Gardez à l'esprit que vous n'avez rien à perdre en faisant ce test et tout ce que vous pourriez éventuellement vouloir gagner. D'abord, c'est comprendre émotionnellement aussi bien qu'intellectuellement que nous devenons littéralement ce à quoi nous pensons, que nous devons contrôler nos pensées si nous voulons contrôler nos vies. Je veux que vous écriviez sur une carte ce que vous voulez plus que tout. Assurez-vous que c'est un seul objectif et clairement défini. Vous n'avez pas besoin de le montrer à qui que ce soit, mais portez-le avec vous pour que vous puissiez le regarder plusieurs fois par jour, y penser de manière joyeuse, détendue et positive chaque matin lorsque vous vous levez, et immédiatement vous avez quelque chose pour travailler, quelque chose pour vous lever, quelque chose pour vivre. Regardez-le chaque fois que vous en avez l'occasion pendant la journée et juste avant d'aller vous coucher le soir. En le regardant, rappelez-vous que vous devez devenir ce à quoi vous pensez, et puisque vous pensez à votre objectif, vous réalisez que bientôt il sera à vous. Arrêtez de penser à ce que vous craignez. Chaque fois qu'une pensée de peur ou négative entre dans votre conscience, remplacez-la par une image mentale de votre objectif positif et utile. Il viendra des moments où vous aurez envie d'abandonner. Il est plus facile pour un être humain de penser négativement que positivement. C'est pourquoi seulement 5% réussissent. Vous devez commencer maintenant à vous placer dans ce groupe. Ne vous préoccupez pas trop de la manière dont vous allez atteindre votre objectif. Laissez cela complètement à une puissance supérieure à vous-même. Tout ce que vous avez à faire, c'est savoir où vous allez. Les réponses viendront à vous d'elles-mêmes. Pendant 30 jours, faites de votre mieux. Si vous deviez échouer pendant vos premiers 30 jours, c'est-à-dire vous retrouver soudainement submergé par des pensées négatives, vous devez recommencer à partir de ce point et faire 30 jours de plus. Graduellement, votre nouvelle habitude se formera jusqu'à ce que vous vous trouviez l'un de cette merveilleuse minorité à qui presque rien n'est impossible. N'oubliez pas la carte. Elle est d'une importance vitale lorsque vous commencez cette nouvelle façon de vivre. Pendant votre période de test, pendant votre temps libre, lisez des livres qui vous aideront. Des livres inspirants comme « Wake Up and Live » de Dorothea Brande. « The Magic of Believing » de Claude Bristol, « Think and Grow Rich » de Napoléon Hill, et d'autres livres qui instruisent et inspirent. Rien de grand n'a jamais été accompli sans inspiration. Surtout, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude engendre la peur, et la peur est paralysante. La seule chose qui peut vous inquiéter pendant votre test est d'essayer de tout faire vous-même. Sachez que tout ce que vous avez à faire, c'est de maintenir votre objectif devant vous. Tout le reste se débrouillera tout seul. N'oubliez pas également de rester calme et joyeux. Ne laissez pas les petites choses vous ennuyer ou vous dévier de votre chemin. Souvenez-vous que vous devez récolter ce que vous avez semé.
Si vous semez des pensées négatives, votre vie sera remplie de choses négatives. Si vous semez des pensées positives, votre vie sera joyeuse, réussie et positive. Vivez cette nouvelle façon de vivre, et les vannes de l'abondance s'ouvriront et se déverseront sur vous plus de richesses que vous n'auriez pu rêver qu'elles existent. De l'argent, oui, beaucoup. Mais qu'est-ce qui est plus important? Vous aurez la paix. Vous serez dans cette merveilleuse minorité qui mène une vie calme, joyeuse et réussie. Avez-vous déjà envisagé que peut-être votre cerveau a besoin d'un bon nettoyage? Je ne parle pas ici au sens littéral de prendre du savon pour le laver, mais plutôt de la puissance transformatrice de nettoyer notre esprit des croyances limitantes et des doutes qui souvent obscurcissent notre vision du succès. Imaginez, si vous voulez, donner à votre esprit un nouveau départ, le programmer avec une croyance et une détermination inarrêtable qui transforment les rêves en réalité. C'est ici que notre voyage commence aujourd'hui. Vous voyez, le chemin vers le succès ne concerne pas seulement le travail acharné ou les stratégies que nous employons, il s'agit fondamentalement de la manière dont nous préparons notre esprit pour le voyage à venir. Tout comme un jardinier prépare le sol avant de planter les graines, nous devons également préparer notre terrain mental, en nous assurant qu'il est fertile pour les graines de succès que nous souhaitons semer. Laissez-moi vous raconter une histoire, un récit qui encapsulait parfaitement cette idée. C'était pendant un chapitre particulièrement difficile de ma vie, un moment où le chemin à suivre semblait non seulement flou mais presque impraticable. Mes rêves ressemblaient à des mirages lointains et flous à l'horizon, et le doute était devenu un compagnon constant et indésirable. Mais alors, une prise de conscience simple mais profonde m'a frappé. J'ai découvert que le plus grand obstacle entre moi et mes rêves n'était pas les défis externes auxquels je faisais face, mais le récit interne auquel j'avais souscrit. Mon cerveau, avec tous ses doutes et ses peurs, avait besoin d'un bon nettoyage, une remise à zéro qui me permettrait de voir les possibilités qui s'offraient à moi avec clarté et conviction. Cette prise de conscience a été mon tournant. Je me suis lancé dans une mission pour reprogrammer mon esprit, pour laver les couches de doute qui s'étaient accumulées au fil des années et les remplacer par un nouveau récit, enraciné dans la croyance, la détermination et un engagement indéfectible envers mes objectifs. Et donc, alors que nous nous tenons au bord de nos propres ambitions, rappelons-nous que le voyage vers le succès commence non pas à l'extérieur, mais dans les confins de notre propre esprit. Il commence par une décision de nettoyer nos pensées, de laver le doute, et d'instaurer en nous une croyance si forte que le monde ne peut s'empêcher de le remarquer. Ce soir, je vous invite à me rejoindre pour explorer comment nous pouvons tous donner à nos cerveaux le nettoyage dont ils ont besoin, préparant ainsi la scène pour un avenir où le succès n'est pas juste une possibilité, mais une inévitabilité. Plongeons ensemble dans ce voyage, d'accord? Maintenant, laissez-moi partager avec vous une histoire d'un moment de ma vie où l'avenir semblait tout sauf certain. C'était un moment qui m'a enseigné le pouvoir sans pareil de la croyance et de la détermination. Je me souviens, il y a des années, debout au bord de ce qui semblait être un abîme, mes ambitions d'un côté et moi de l'autre sans chemin clair pour traverser. J'avais des rêves, oui, de grands rêves, mais ils étaient éclipsés par les doutes, par la peur de l'échec. Un jour, au milieu de ce tumulte, je suis tombé sur un conseil simple mais profond: croyez en vous avec une telle détermination que le monde ne peut s'empêcher de croire en vous aussi. Au début, cela semblait trop simpliste, presque naïf. Comment une simple croyance pourrait-elle avoir tant de pouvoir? Mais en méditant sur ces mots, j'ai réalisé qu'ils encapsulaient l'essence de chaque histoire de succès jamais écrite. Il m'est apparu que chaque réalisation notable commence par la décision de croire non pas dans la probabilité du succès, mais dans la possibilité de celui-ci. Cette réalisation m'a poussé à faire un saut de foi dans l'inconnu, armé de rien d'autre que la croyance en mon potentiel et une détermination inébranlable. Cette croyance, cette confiance inébranlable en mes propres capacités, est devenue ma boussole, me guidant à travers les défis, à travers les moments où abandonner semblait non seulement une option, mais peut-être la seule rationnelle. Pourtant, c'était cette croyance qui murmurait dans les moments les plus calmes, m'incitant à continuer, à persister, à persévérer. Alors que je me lançais dans ce voyage. Alimenté par la croyance et la pure détermination, quelque chose de remarquable a commencé à se dérouler. Des portes qui semblaient autrefois bien verrouillées ont commencé à s'entr'ouvrir, des opportunités qui étaient autrefois voilées par le brouillard du doute ont commencé à se cristalliser, devenant non seulement visibles, mais atteignables. Ce voyage, mes amis, m'a enseigné une leçon inestimable. Une leçon qui a été la pierre angulaire de chaque succès, chaque jalon que j'ai depuis atteint. Il m'a appris que le socle du succès ne réside pas dans les stratégies que nous employons, ni dans les ressources dont nous disposons.
Au contraire, il se trouve dans notre état d'esprit, dans notre croyance inébranlable en nous-mêmes, et notre détermination à réaliser nos rêves jusqu'à leur aboutissement. Alors que nous nous tenons ici aujourd'hui, au bord de nos propres ambitions et rêves, souvenons-nous que le premier pas vers la grandeur n'est pas pris avec nos pieds, mais avec nos esprits. Décidons ici et maintenant de croire en nous-mêmes, de croire en la beauté de nos rêves, et de les poursuivre avec une détermination sans limite. Car c'est dans cette croyance, dans cette détermination, que se trouve le chemin du succès. Comment vous voyez-vous dans vos rêves les plus ambitieux? Prenez un moment pour y réfléchir vraiment. Êtes-vous au sommet de votre carrière? Peut-être tenez-vous ce prix, ou peut-être dirigez-vous votre propre entreprise prospère. Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question, et si je vous disais que la seule chose qui vous sépare de ce rêve, c'est tout simplement, vous? C'est une pensée dérangeante, n'est-ce pas? Que le plus grand obstacle que vous devez surmonter n'est pas les défis externes ou les obstacles que la vie vous lance, mais le combat interne avec le doute de soi et la peur. Ce sont ces doutes et ces peurs qui murmurent des mots de prudence, qui vous disent de jouer la sécurité, qui vous convainquent que vos rêves sont juste cela, des rêves inatteignables et mieux laissés au domaine de l'imagination. Mais voici la vérité, une vérité qui m'a pris des années de lutte et de revers pour comprendre pleinement, la clé pour débloquer votre plein potentiel, pour transformer ces rêves en réalité, réside dans le développement d'une croyance inébranlable en vous-même. Il s'agit de reprogrammer notre cerveau, de laver les couches de doute qui se sont accumulées avec le temps. Et de peindre un nouveau tableau, où le succès n'est pas juste une possibilité, mais une inévitabilité. Alors, comment nous embarquons-nous dans ce voyage transformateur? Il commence par la pratique simple mais profonde des affirmations quotidiennes. C'est se tenir devant le miroir chaque matin et se dire « Je suis capable. Je suis digne. Je suis ». Cela peut sembler étrange au début, de parler à votre reflet avec une telle conviction. Mais croyez-moi, ces mots, répétés avec croyance et émotion, commencent à ébrécher le mur du doute de soi. Ensuite, visualisez votre succès. Fermez les yeux et imaginez ce rêve en détail vivant, les vues, les sons, les émotions. La visualisation n'est pas un simple rêve éveillé, c'est une répétition, préparant votre esprit et votre corps à la réalité que vous êtes sur le point de créer. Et lorsque vous ouvrez les yeux, entourez-vous de preuves de vos réalisations, peu importe leur taille. Laissez-les être les rappels de ce dont vous êtes capable, le carburant qui maintient les feux de l'ambition allumés. Je me souviens d'une époque de ma vie où le doute de soi m'avait fermement en son emprise. Je me tenais au bord d'une nouvelle entreprise, qui semblait plus grande que tout ce que j'avais tenté auparavant. La voix du doute était forte, me disant que j'étais hors de ma profondeur, que j'étais destiné à échouer. Mais alors, j'ai pris du recul et je me suis rappelé de tous les défis que j'avais surmontés pour arriver à ce point. Je me suis entouré de rappels de ces succès, j'ai visualisé mes objectifs, et j'ai prononcé des mots de croyance et de détermination à haute voix. Et vous savez quoi? Le voyage n'a pas été facile. Il y a eu des revers et des moments d'incertitude. Mais cette croyance inébranlable en moi-même, cette conviction que j'étais destiné à de grandes choses, m'a propulsé en avant, transformant les obstacles en pierres de gué sur le chemin du succès. Alors que nous nous tenons ici aujourd'hui, au seuil de nos propres ambitions et rêves, engageons-nous, un engagement à croire en nous-mêmes. À pratiquer des affirmations, à visualiser notre succès, et à nous entourer de preuves de nos réalisations. Car une fois que nous cultivons cette croyance inébranlable en nous-mêmes, nous ne sommes pas seulement prêts à fixer des objectifs clairs et ambitieux, nous sommes prêts à les atteindre. Que ce soit le moment où nous lavons les doutes, les peurs, et où nous entrons dans l'avenir avec confiance et détermination. Parce que, mes amis, une fois que vous croyez en vous-même, vraiment croyez, il n'y a rien que vous ne puissiez atteindre. Maintenant, fixons ces objectifs clairs et ambitieux et poursuivons-les avec tout ce que nous avons. Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Cette question, simple dans sa structure, détient le pouvoir de débloquer les coffres les plus profonds du potentiel en nous. Elle nous challenge de regarder au-delà de l'horizon de nos réalités actuelles et dans le royaume sans limite de ce qui pourrait être. Vous voyez, fixer des objectifs n'est pas simplement une activité pour le début d'une nouvelle année ou d'un projet, c'est le principe fondamental sur lequel est construit l'édifice du succès. L'importance de fixer des objectifs ne saurait être trop soulignée. Car c'est le phare qui nous guide à travers le brouillard des défis quotidiens et des distractions. Les objectifs donnent une direction et un but à nos efforts, transformant l'intangible en tangible, le rêve en réalité. Permettez-moi de vous guider à travers un processus qui a transformé non seulement ma vie mais aussi celle de nombreuses personnes que j'ai eu le privilège de mentor.
Le processus de fixation d'objectifs SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, temporellement défini. Ce n'est pas juste un acronyme, c'est une formule puissante pour réussir. Un objectif doit être spécifique, si clair que vous pouvez le visualiser dans les moindres détails. Il doit être mesurable, pour que vous sachiez sans aucun doute quand vous l'avez atteint. Il doit être atteignable, vous mettant au défi tout en restant dans les limites du possible. Il doit être pertinent, en accord avec vos valeurs et la vision plus large que vous avez de votre vie. Et enfin, il doit être temporellement défini, vous donnant une échéance qui crée un sentiment d'urgence et d'engagement. Maintenant, permettez-moi de partager une histoire personnelle, un récit qui cristallise le pouvoir transformateur de la fixation d'objectifs. Il fut un temps dans ma vie où je me trouvais à un carrefour. Avec des rêves si grands qu'ils m'effrayaient. Pourtant, le chemin pour les atteindre était obscurci par un brouillard d'incertitude et de peur. C'est alors que j'ai décidé de fixer un objectif, pas n'importe quel objectif, mais un objectif si ambitieux qu'il semblait presque ridicule. Cet objectif était de transformer ma passion pour la prise de parole et le mentorat en une carrière qui non seulement me satisferait mais impacterait également la vie d'autres personnes. Les spécificités de l'objectif étaient de m'établir en tant qu'orateur et auteur recherché dans un délai de 5 ans. Il était mesurable par le nombre d'interventions que j'aurais et les publications que je produirais. Il était atteignable, malgré les doutes, car je croyais en la valeur que j'avais à offrir. Il était pertinent, en accord avec mes passions et valeurs les plus profondes. Et il était temporellement défini, me donnant une échéance claire à respecter. Le chemin vers cet objectif a été semé d'embûches, avec des moments où abandonner semblait être la voie la plus facile. Mais c'était la clarté et l'ambition de cet objectif qui m'ont gardé ancré, me poussant à innover, à persévérer, à grandir. Et nous voici aujourd'hui, mes amis. L'objectif qui semblait autrefois un rêve lointain est maintenant la réalité dans laquelle je vis. Ce voyage m'a appris que lorsque nous fixons des objectifs clairs et ambitieux et nous nous engageons envers eux, nous débloquons un niveau de résilience et de créativité en nous qui peut surmonter n'importe quel défi. Alors que nous avançons, souvenons-nous que l'acte de fixer des objectifs est juste le début. Le chemin pour les atteindre testera votre résilience, votre détermination et votre croyance en vous-même. Mais c'est dans ce voyage, dans le dépassement de ces défis, que la véritable croissance et le succès sont trouvés. Ne nous abstenons pas de fixer des objectifs ambitieux, car c'est dans leur poursuite que nous devenons les meilleures versions de nous-mêmes. Comment réagissez-vous aux revers et aux échecs? Cette question, bien que simple, est profonde dans ses implications. Il est facile de se tenir droit lorsque les vents de la fortune nous sont favorables. Mais la véritable mesure de notre caractère, notre résilience, est testée dans l'œil de la tempête. La résilience, mes amis, n'est pas juste une caractéristique de quelques privilégiés. C'est une compétence, un état d'esprit qui peut être cultivé et nourri par la pratique et la détermination. Il s'agit de voir au-delà de l'échec immédiat, de comprendre que chaque échec n'est pas un panneau d'arrêt, mais un balisage sur le chemin du succès. Discutons maintenant de comment nous pouvons développer cette compétence inestimable. La première étape pour cultiver la résilience est de reformuler nos échecs. Au lieu de les voir comme des barrières insurmontables, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance, comme des pierres d'achoppement vers la grandeur. Face à un revers, demandez-vous, qu'est-ce que cela peut m'apprendre? Ce changement de perspective peut transformer nos moments les plus sombres en nos instants les plus éclairants. Pratiquer la gratitude est un autre outil puissant pour construire la résilience. Même dans nos moments les plus bas, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude nous ancre, nous rappelant le bien dans nos vies et nous fortifiant contre le désespoir. Laissez-moi partager une histoire personnelle qui illustre la puissance de la résilience. Il fut un temps où j'ai été confronté à un défi qui semblait éclipser tous les autres. C'était une période de lutte professionnelle profonde, où chaque effort semblait se solder par un échec, chaque pas en avant contré par 2 pas en arrière. C'est alors que je me suis fortement appuyé sur ces stratégies de reformulation des échecs et de pratique de la gratitude. Je cherchais des leçons dans chaque revers et trouvais des raisons d'être reconnaissant chaque jour, si petites soient-elles. Cette période de lutte a culminé dans une percée qui a remodelé ma carrière et ma vie. Ce n'était pas un succès soudain et dramatique, mais une montée lente et régulière hors des profondeurs de l'échec, alimentée par la résilience. Cette expérience m'a appris que la résilience ne consiste pas à éviter l'échec. Il s'agit de l'affronter de front, d'en tirer des leçons et de ressortir plus fort de l'autre côté.
En développant notre résilience, nous nous préparons à franchir l'étape cruciale suivante dans notre voyage vers le succès, maîtriser notre temps pour une productivité maximale. Car il ne suffit pas de rebondir après un échec, nous devons également saisir le jour, en tirant le meilleur parti de chaque moment dans la poursuite de nos objectifs. Alors avançons avec la résilience dans nos cœurs, prêts à affronter les défis qui se présentent à nous. Reformulons nos échecs, pratiquons la gratitude et apprenons de chaque revers. Ce faisant, nous ne surmonterons pas seulement les défis, mais nous débloquerons également notre véritable potentiel, ouvrant la voie à un succès au-delà de nos rêves les plus fous. Contrôlez-vous votre temps? Où est-ce le temps qui vous contrôle? Cette question, bien que directe, est l'une des plus profondes que nous puissions nous poser. Dans le tissu de notre vie quotidienne, où chaque tic-tac de l'horloge marque un moment passé, comprendre et maîtriser le flux de notre temps est crucial. Le temps, mes amis, est la ressource la plus démocratique qui soit. Indépendamment de qui nous sommes, d'où nous venons, ou de ce que nous faisons, nous disposons tous des mêmes 24 heures par jour. Pourtant, pourquoi certains semblent-ils accomplir beaucoup plus dans le même laps de temps? La réponse ne réside pas dans la quantité de temps dont nous disposons, mais dans la manière dont nous choisissons de l'utiliser. Maîtriser le temps ne consiste pas à entasser chaque tâche dans un emploi du temps surchargé ou à travailler jusqu'à l'épuisement. Il s'agit de prioriser, de faire des choix stratégiques qui s'alignent avec nos objectifs et valeurs les plus profonds. Il s'agit d'identifier les tâches les plus critiques et de leur donner l'attention et l'énergie qu'elles méritent. Parlons des stratégies efficaces de gestion du temps. La priorisation des tâches est le point de départ. Chaque jour, identifiez les tâches qui auront l'impact le plus significatif sur vos objectifs et attaquez-vous à celles-ci en premier. Ce simple acte de priorisation garantit que votre ressource la plus précieuse, votre temps, est investi dans ce qui compte vraiment. Éviter la procrastination est une autre stratégie clé. La procrastination est le voleur de temps, érodant silencieusement notre potentiel de productivité et de succès. Contrez-la en divisant les tâches en morceaux plus petits et plus gérables, facilitant ainsi le démarrage et le maintien de l'élan. Il existe ensuite des outils et techniques conçus pour nous maintenir concentrés. Que ce soit une simple liste de tâches, un planificateur numérique sophistiqué ou des stratégies de blocage de temps, trouvez les outils qui fonctionnent pour vous et comme déverrouiller une formule secrète pour la productivité. Permettez-moi maintenant de partager une histoire personnelle. Il fut un temps où je me sentais constamment débordé. Courant d'une tâche à l'autre, et pourtant, à la fin de la journée, j'avais l'impression de n'avoir rien accompli de substantiel. C'est alors que j'ai réalisé la puissance de la gestion du temps. J'ai commencé à prioriser mes tâches, en me concentrant sur ce qui comptait vraiment. J'ai commencé à utiliser le blocage de temps pour dédier des périodes ininterrompues à mon travail le plus important. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais progressivement, j'ai commencé à voir une transformation. Non seulement ma productivité a augmenté, mais des opportunités de croissance et d'avancement que j'avais auparavant été trop occupé pour remarquer ont commencé à se présenter. En maîtrisant notre temps, en tirant le meilleur parti de chaque moment, nous mettons en place les conditions d'une amélioration et d'une adaptation continue. Avec un emploi du temps bien géré, nous pouvons consacrer du temps à apprendre de nouvelles compétences, à nous adapter aux changements et à innover. Cette flexibilité est essentielle dans le monde rapide d'aujourd'hui, où la capacité à s'adapter est aussi cruciale que la capacité à persister. Prenons donc le contrôle de notre temps, non pas en tant que maître exigeant qui nous pousse à bout, mais en tant que sage intendant qui nous guide vers nos objectifs les plus ambitieux. Priorisons, restons concentrés et restons attentifs aux opportunités de croître et de nous adapter. En maîtrisant notre temps, nous maîtrisons notre destinée, nous rapprochant toujours plus du succès dont nous rêvons. Qu'avez-vous appris aujourd'hui qui vous aidera demain? Cette simple question, posée régulièrement, peut transformer la trajectoire de nos vies. Elle nous rappelle la valeur indéniable de l'apprentissage continu et de l'adaptabilité dans notre parcours vers la réalisation de nos rêves. Le monde autour de nous est dans un état de flux constant, avec de nouveaux défis et opportunités qui surgissent chaque jour. Pour naviguer dans ce paysage en perpétuel changement, nous devons rester des étudiants à vie. Toujours désireux d'absorber de nouvelles connaissances, d'affiner nos compétences et d'adapter nos stratégies aux marées changeantes de nos circonstances. La quête d'un apprentissage tout au long de la vie n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour ceux qui aspirent à atteindre les sommets du succès et à y rester. Il s'agit de cultiver un état d'esprit qui considère chaque expérience, bonne ou mauvaise, comme une leçon précieuse. Il s'agit de remplacer la peur de l'inconnu par la curiosité, nous permettant de nous aventurer dans des territoires inexplorés avec confiance et agilité.
Permettez-moi maintenant de vous guider à travers quelques étapes concrètes pour intégrer l'apprentissage continu et l'adaptabilité dans le tissu même de votre vie. Tout d'abord, engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Cela n'a pas besoin d'être monumental, parfois, les plus petits morceaux de connaissances peuvent avoir l'impact le plus significatif. Embrassez différentes sources d'apprentissage, que ce soit en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en participant à des ateliers, ou simplement en engageant des conversations significatives avec ceux qui vous entourent. Deuxièmement, restez ouvert au changement. Après tout, c'est la seule constante dans la vie. Lorsque vous êtes confronté à de nouvelles situations, résistez à l'envie de vous replier dans le confort du familier. Au lieu de cela, considérez le changement comme une opportunité de grandir, de repousser vos limites et de découvrir de nouvelles dimensions de vous-même. Enfin, soyez prêt à adapter vos stratégies au fur et à mesure que vous progressez vers vos objectifs. Ce qui fonctionnait hier peut ne pas fonctionner demain, et la capacité à pivoter et à corriger le cap est un signe de véritable succès. Permettez-moi de partager une histoire personnelle qui met en lumière le pouvoir de l'adaptabilité. Il y avait une période dans ma carrière où je me suis retrouvé à un carrefour, confronté à un défi qui semblait insurmontable avec mon ensemble existant de compétences et de stratégies. C'était une période de grande incertitude, et la tentation de s'accrocher au familier était forte. Mais au lieu de cela, j'ai choisi de m'adapter. Je me suis plongé dans l'apprentissage de nouvelles approches, en remettant en question mes hypothèses et en expérimentant différentes stratégies. Cette période d'apprentissage intense et d'adaptation a conduit à une percée qui non seulement a résolu le défi en question, mais a également ouvert de nouvelles voies de croissance et de succès que je n'avais pas imaginées auparavant. Alors que nous concluons notre voyage aujourd'hui, réfléchissons aux 5 façons de nous conditionner pour le succès. Nous avons parlé de cultiver une croyance inébranlable en nous-mêmes, de fixer des objectifs clairs et ambitieux, de développer la résilience pour surmonter les défis, de maîtriser notre temps pour une productivité maximale, et d'embrasser l'apprentissage continu et l'adaptabilité. Chacune de ces étapes, puissante par elle-même, gagne une force incommensurable lorsqu'elle est combinée. Ce sont les accords qui, lorsqu'ils sont joués ensemble, créent une symphonie de succès. Mais comprendre ces stratégies ne suffit pas, la véritable magie réside dans leur application. Je vous encourage donc maintenant, je vous exhorte à agir immédiatement. Commencez aujourd'hui. Il y a un pouvoir unique dans l'élan qui vient de faire ce premier pas. Utilisez les idées et les techniques que nous avons partagées, expérimentez-les, adaptez-les à votre vie, et regardez les portes des possibilités s'ouvrir. Que ce moment soit votre appel à l'action. Croyez de tout votre être en votre potentiel pour atteindre un succès extraordinaire. Fixez ces objectifs, bâtissez cette résilience, maîtrisez votre temps et engagez-vous dans un apprentissage à vie. Le chemin devant vous est éclairé par la promesse de ce que vous pouvez réaliser, et il attend que vous fassiez ce premier pas audacieux. Je tiens à vous remercier du fond du cœur de vous être joint à moi dans ce voyage aujourd'hui. Ce fut un honneur et un privilège de partager ces moments avec vous. Souvenez-vous, la grandeur qui est en vous attend d'être déchaînée. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir, et le moment de commencer est maintenant. Alors que nous nous séparons, gardez avec vous la connaissance que vous êtes équipé, vous êtes capable, et vous méritez le succès dont vous rêvez. Avancez avec courage, avec détermination, et avec l'esprit indestructible d'un champion. Merci sincèrement pour votre temps, votre attention et votre engagement dans votre propre parcours vers le succès. Que la route se lève pour vous rencontrer, et que vos rêves soient toujours à portée de main.